Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sous cette coupole de l'Institut de France pour ce 6e débat qui sera sur le thème de prendre des risques, entreprendre pour changer et réinventer notre société. Je m'appelle Charles Pivasset et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et bonjour à tous nos intervenants. Avant qu'on commence concrètement, j'ai quelques consignes à vous rappeler en termes de Covid et de gestes barrières. Donc d'avoir la possibilité de conserver votre masque pendant les débats, sauf à l'extérieur, de privilégier, tant que c'est possible, une place sur deux. Je voudrais remercier au nom de l'Institut de France l'ensemble des partenaires qui rendent possible ces 3 jours de débat et que l'ensemble des débats sont en streaming sur le site des rencontres-capitales.com. S'il y a certains d'entre vous qui avaient des amis qui sont restés à la maison et qui souhaiteraient y participer. Et quelques rappels sur le déroulement du débat. Donc là, on a une dizaine de minutes qui va nous permettre de poser le cadre et de vous présenter chacun des intervenants. Et puis, on enchaînera sur 3 grands blocs de 25 minutes. 25 premières minutes entre les intervenants et le modérateur, moi-même. Puis 25 minutes avec des questions qui seront posées par des étudiants qui ont préparé assidûment ce débat. Et puis on aura 25 minutes qui vous seront libres pour l'ensemble du public, avec pour vous la possibilité de poser des questions, soit des questions libres à l'ensemble des panélistes, ou alors de manière un peu plus nominative, s'il y a une question que vous voulez poser à un des intervenants en particulier. Voilà, ceci étant dit, quelques mots peut-être d'introduction sur les rencontres capitales, qui sont du coup le grand débat de l'Institut de France, qui vous propose depuis 10 ans maintenant de dialoguer directement avec celles et ceux qui pensent et qui changent le monde. Ce sont 3 jours qui commencent aujourd'hui, donc vendredi, samedi, dimanche, sous la coupole, dans la bibliothèque Mazarine, dans la grande salle des séances, dans le grand auditorium et dans la grande halle d'honneur. Et ce sera des milliers de personnes qui seront ici pour nous retrouver, pour penser ensemble le monde d'après. En mieux, on l'espère. Académiciens, personnalités publiques, penseurs et acteurs scientifiques, économiques ou culturels, tous vont, avec nous, décrypter les mutations profondes de notre société. Nouveauté à partir de cette année, les échanges ne vont pas se restreindre aux différents échanges que nous aurons pendant ces 3 jours, mais seront utiles pour servir d'inspiration aux futurs travaux des académies, qui seront actrices de la pensée et des idées depuis un peu plus de 300 ans. Et puis pour les organismes de recherche qui sont associés à l'événement également. Et entre autres, comme vous le verrez dans les 25 minutes qui sont présentées par les étudiants, tous les débats ont été préparés par des panels d'étudiants. Donc une édition qui est très intergénérationnelle. Pour entrer dans le vif du sujet, et en guise de chapeau, avant de vous présenter nos intervenants, quelques mots sur l'entrepreneuriat. Donc en 1942, dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Joseph Schumpeter définissait l'entrepreneur comme le révolutionnaire de l'économie, en faisant l'acteur essentiel de l'évolution économique. Un agent radicalement différent du producteur et du consommateur, qui sont conçus par la théorie économique. Selon lui, l'entrepreneur vit en quelque sorte en dehors de l'économie standard, dont il bouleverse la logique gestionnaire et utilitaire. Son comportement et sa psychologie, et on le verra sans doute avec les entrepreneurs qui sont ici présents, ne correspondent pas à ceux de l'homo economicus, définis notamment par l'utilitarisme et la routine. Il se caractérise par des motivations et une conduite différente, dont la réalisation requiert des qualités exceptionnelles. Il est capable de voir les choses sans pouvoir les justifier, par intuition, et de se donner à lui-même et à ses équipes un horizon inconnu, radicalement incertain, qui ne relève pas de l'anticipation rationnelle. 80 années plus tard, l'environnement social, économique et environnemental a bien changé, et de nouveaux challenges se présentent à qui veut entreprendre. La loi Pacte, votée au printemps 2019, permet désormais aux entreprises de se doter d'une raison d'être et incarne au niveau de l'Hexagone une évolution mondiale qui incite les entreprises à se poser la question de leur responsabilité sociétale. Dans son livre « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera pas », Pascal Demurger, qui est le directeur général de la Maïf, va un cran plus loin en soutenant la thèse que l'entreprise sera politique, c'est-à-dire actrice au sein de la cité, ou ne sera pas, présageant la fin d'un capitalisme uniquement basé sur le profit. Comment le rôle de l'entreprise a-t-il évolué au cours des dernières décennies? Et qu'est-ce que cela veut dire sur la différence actuelle entre public et privé? Le rôle de l'entrepreneur en est-il profondément modifié? Est-il réellement possible d'aboutir à un capitalisme vertueux? Et si oui, dans quelles conditions? Au sein de quel écosystème? C'est pour répondre à ces 3 grandes thématiques que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Devers, qui est le président fondateur d'Habitat et Humanisme. Je vais commencer directement par les petites introductions, les petites biographies.
Donc Bernard Devers, vous êtes agent immobilier de 1973 à 1985. Vous avez poursuivi parallèlement des études de théologie qui vous ont mené au sacerdoce pour le diocèse de Lyon. Vous avez choisi de mettre vos compétences professionnelles au profit de personnes mal logées et fondé pour cela et dirigé depuis le mouvement Habitat et Humanisme afin de leur venir en aide. Vous avez été ordonné prêtre en 1987. Vous avez également fondé le mouvement Pierre Angulaire qui vient en aide aux personnes en fin de vie. Et vous êtes membre du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, en étant en cela un acteur important de l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, vous avez reçu le prix de l'entrepreneur social en 2016. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Les intervenants sont présentés par ordre alphabétique. Et j'en suis à Jean-Marc Dumontet, qui est producteur de spectacles, directeur de théâtre et chef d'entreprise. Vous êtes aujourd'hui le propriétaire du Théâtre Antoine, du Théâtre Libre, Bobino, du Point Virgule et du Sentier des Halles. Et vous nous avez dit en cela, en préparation de ce débat, qu'il y a un certain rôle sociétal en termes de production. Quelles sont les thématiques que vous voulez mettre en avant? Quels sont les combats sociétaux que vous voulez porter? En plus du côté d'accueillir le public. Julia Samut, pionnière du fooding et directrice du restaurant épicerie L'Idéal. Vous êtes ex-associée du guide du fooding et avez été journaliste pendant 15 ans. Aux Échos, dans le guide du fooding, à Grazia, au côté sud, avant d'ouvrir votre épicerie L'Idéal en février 2016, dans le quartier de Noailles, à Marseille. Et votre épicerie propose des produits frais, secs et surtout locaux. Merci et bienvenue. Émilie Sidikian, vous êtes directrice générale de Salesforce France. Vous l'êtes depuis mai 2021. Vous avez pour mission de poursuivre la forte croissance de Salesforce en France et d'accompagner la transformation numérique des entreprises françaises. Vous avez particulièrement à cœur de porter la culture et les valeurs de Salesforce, à savoir la confiance, l'innovation, la réussite des clients et l'égalité. En combinant les performances économiques et l'impact positif sur la société et l'environnement. Et précédemment, vous avez occupé le poste de Senior Managing Director du pôle technologie et services d'Accenture pour la France et le Benelux. Merci et bienvenue. Et enfin, Élise Thibault-Gondré, vous êtes entrepreneuse et fondatrice de Day One. Vous êtes originaire d'Orléans, avez fait vos études de commerce à Lille et aux USA, et avez, suite à ces études, commencé à prendre une direction de carrière vers la finance. Vous avez fait 5 ans en M&A et 2 ans en private equity. Et puis, pendant ces premières années de carrière, vous taraudez la question de votre engagement social et citoyen. Il avait été initié par une brève expérience humanitaire au Népal, coupée à cause du séisme. Et du coup, en 2019, vous avez fondé Day One, qui est une plateforme qui permet à chacun de trouver son action solidaire en fonction de son temps, de ses compétences et de sa localisation. Donc comment est-ce qu'on peut s'engager à titre individuel sans avoir besoin de changer de métier, de manière à rendre accessible l'engagement solidaire en entreprise, et ce, même pour les PME territoriales. Sur notre programme était également prévu Olivier Habert, qui est le directeur de la scène musicale, et Bruno Bonnel, qui est entrepreneur et député, qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Je vous prie de les excuser. Voilà, le cadre est posé. Et j'ai des premières questions. Pour vous, la première grande thématique qu'on va aborder, c'est sur l'évolution du rôle de l'entreprise, notamment dans les dernières décennies. On l'a vu, ça a été incarné par la loi Pacte, comme je le disais tout à l'heure, au printemps 2019. Se pose de plus en plus la question de la pertinence de l'entreprise dans ses objectifs sociaux, environnementaux en particulier. Et la question que je voudrais vous poser, Monsieur Devers, pour commencer, c'est vous qui avez été entrepreneur, qui êtes entrepreneur et qui l'êtes depuis les années 80, est-ce que cela veut dire que jusqu'à maintenant, la seule raison d'être des entreprises était uniquement de faire du profit? Et comment cette notion d'intérêt général a-t-elle évolué durant les dernières décennies? Est-ce qu'elle est complètement nouvelle? Est-ce qu'elle était déjà là mais non dite jusqu'à maintenant? Voilà. Racontez-nous. Il y a eu effectivement des changements très, très importants par rapport en fait, à la question du sens. Je crois qu'en fait, ces 20 dernières années sont marquées par une attention à la fragilité. Ce qui apparaissait finalement comme étant une déficience, la vulnérabilité, la fragilité, aujourd'hui se révèlent comme étant aussi une force. Au fond, on retrouve ici en fait les mots de Blaise Pascal, qui disait que le drame de nos sociétés, c'est de considérer ce qui est juste
parce que c'est fort. Et donc là, il y a un renversement qui s'opère. Aujourd'hui, nos sociétés sont en train de découvrir que ce qui est juste est fort. Et naturellement, alors, cela touche naturellement, en fait, l'économie. Mais à partir de la question que vous posez, ça serait injurier aussi le monde coopératif, qui est important et qui s'est beaucoup investi sur la question, en fait, aussi du sens, et en tout cas, de faire en sorte que l'acte économique soit un acte éminemment social. Il n'est pas inintéressant de souligner aussi que comment on appelle aujourd'hui, en fait, les responsables d'entreprise. Hier, on les appelait des patrons, après des entrepreneurs, et aujourd'hui, en fait, ils se nomment souvent, en fait, en tout cas pour les grandes sociétés, ils se nomment des dirigeants. Et ça rejoint aussi quelque chose, en fait, par rapport, en fait, à la question, en fait, politique que vous avez soulignée. On parle naturellement des responsables politiques comme étant des dirigeants. Et on voit qu'il y a, en fait, à travers la même expression, on voit aussi que le monde de l'entreprise prend aussi toute sa place dans le monde politique. Alors, la loi Pacte a été évidemment une évolution extrêmement forte, puisqu'en fait, jusqu'à maintenant, sur le plan juridique, en fait, c'était l'affectio societatis, et c'était le fait de se réunir. De se réunir pourquoi? En vue de réunir, pour en fait bénéficier des dividendes, de se partager en fait les résultats. Voici qu'aujourd'hui, la question, c'est pas simplement, pour un certain nombre d'entreprises, et notamment les entreprises à mission, c'est pas simplement de se réunir pour avoir des résultats financiers, mais de se poser la question qui nous réunit en fait ce matin, comment entreprendre pour changer et faire changer. Et en effet, on le voit, la sphère du politique du coup s'inclut dans la sphère du privé, ou la sphère du privé s'inclut dans la sphère publique. Est-ce qu'aujourd'hui, et je voudrais vous poser la question à vous, Madame Sidikian, il y a un flou entre le public et le privé? Est-ce que les détracteurs de la loi Pacte à l'époque disaient qu'on va vers un flou entre public et privé, on ne sait plus trop ce qui est de l'ordre du public, de l'ordre du privé? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à être dépendant d'entreprises pour des choses aussi essentielles que l'égalité sociale, par exemple? Qu'en pensez-vous aujourd'hui, et face aux grands enjeux de notre monde, est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir cette séparation concrète entre le public et le privé? Et est-ce que c'est la même chose aux États-Unis, dont est originaire Salesforce? Je pense surtout que la crise a dévoilé que le partenariat public-privé était essentiel et qu'il fallait justement l'accélérer. Si on prend le secteur de la santé, s'il n'y avait pas eu un Doctolib avec l'État, on ne serait pas là aujourd'hui. Quand on regarde aussi nos technologies, on a aidé des villes à mettre en place des centres de vaccination pour optimiser les temps d'attente au niveau de la prise de rendez-vous et les passages. Donc, du coup, c'est utile. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'État d'un côté et l'entreprise de l'autre, puisqu'en fait, on peut jouer aussi un rôle d'accélérateur. Et si l'entreprise veut gagner, elle ne peut pas se permettre d'avoir une société qui perd. Et donc, du coup, il faut faire en sorte, au contraire, d'accélérer cela. Vous avez parlé aussi de l'égalité des chances et du politique sur le sujet. Le politique peut se permettre d'impulser et de mettre un cadre en place. Charge à l'entreprise et à l'écosystème de la société de le réaliser et de montrer les éléments de preuve. Et donc, je pense que l'un ne va pas sans l'autre et qu'au contraire, il faut plutôt intensifier cette relation. Et est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a un risque à ce que aujourd'hui on devienne dépendant de l'engagement des entreprises? Et c'est une question que je pose pas forcément nécessairement uniquement à vous, Madame Sidikian, mais de manière plus large, une question que moi qui me taraude, de dire est-ce qu'en cela, il n'y a pas une sorte de dépendance qui est créée vis-à-vis de la sphère privée? Plusieurs choses. La dépendance, elle existe. Quand il s'agit de trouver des vaccins, ce sont des entreprises privées qui étaient à la manœuvre, et heureusement. Et ça nous prouve que la recherche du profit peut être mobilisatrice, un aiguillon formidable qui permette une avancée extrêmement significative et permette à la société de sortir de cette pandémie. Pour revenir, et je vais répondre à votre question, mais pour revenir au cadrage initial de votre débat, les entreprises sont faites pour faire du profit. Il faut être très clair, il y a une sphère privée, il y a une sphère publique.
Aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste incontestablement à un rapprochement. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut casser les barrières. Et on se rend compte que dans cette crise, une intervention publique forte à côté d'une mobilisation des forces économiques était nécessaire. Mais il ne faut pas être naïf. Une entreprise est là pour faire du profit. Et à côté de ça, vous avez une société qui a profondément changé. L'idée de la participation, elle date d'il y a 50 ans, c'est pas ou encore plus longtemps. L'idée de la participation est une idée ancienne. Mais aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de collaborateurs dans les entreprises, et on l'a vu aussi au travers de cette pandémie qui nous a tous fait réfléchir, beaucoup de gens s'interrogent sur le sens de leur vie. Et ça va aussi de pair avec une amélioration du niveau de vie. Quand votre contrainte au quotidien, comme c'était il y a 50 ans, c'est juste de savoir si vous aviez de quoi manger. Quand votre contrainte, elle était de vous dire que pendant toute votre existence, vous auriez le même travail, parce qu'il y avait une chape, et qu'il n'y avait pas, au niveau scolaire, au niveau universitaire, de dépassement. Il est évident que ça figeait les choses. Quand aujourd'hui, et c'est une profonde mutation de la société française, vous avez, il y a 50 ans, mes chiffres sont à peu près inexacts, mais à la fois très significatifs. Je pense qu'il y avait 6 ou 8% des tranches de population qui allaient dans le supérieur. Aujourd'hui, c'est 30%. Donc ça mobilise ensuite des changements extrêmement profonds dans la société française. Et des gens qui sont plus éduqués, des gens qui ont plus de perspectives, ils cherchent obligatoirement plus de sens. Donc l'entreprise, elle n'est pas vertueuse. L'entreprise, elle est juste là pour faire du profit. Simplement, aujourd'hui, elle est entourée d'une population, de jeunes générations qui, eux, cherchent du sens. Et il y avait des sacralisations avant du public, du privé. On se rend compte que les barrières tombent. Et sans rentrer dans la politique, il y a 5 ans, parmi les Républicains, il y avait une obsession qui était de la dépense publique et qui était d'éradiquer, de réduire très fortement la dépense publique. Le quoi qu'il en coûte est passé par là. Et aujourd'hui, dans les débats des Républicains, rappelez-vous, Fillon, lui, voulait supprimer 600 000 postes de fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est une proposition qui n'est absolument pas reprise. Donc les choses évoluent. Il y a besoin qu'on marche sur nos deux jambes. Il y a une jambe publique, il y a une jambe privée. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur la phrase, moi, qui me fait tiquer un peu, sur le fait que l'entreprise est là pour faire du profit? Est-ce qu'elle est là pour faire du profit ou est-ce qu'elle a besoin de faire du profit? J'aimerais bien réagir. Parce qu'effectivement, la performance n'est pas une option. Donc ça, je suis d'accord. En revanche, dire qu'une entreprise est là juste pour faire du profit, je n'y crois pas. Je pense qu'une entreprise, elle a aussi son rôle au sein de la société. Il y a des dirigeants qui sont engagés et qui le prouvent avec des vrais éléments, que ce soit à la fois dans la manière d'opérer l'entreprise, à la fois aussi sur l'impact qu'ils ont sur la société. Donc on peut citer Danone, on peut citer Engie, on peut citer plein d'autres. Je pense que culturellement parlant, on parlait de la différence avec les US et la France. Effectivement, aux US, c'est assez désacralisé. C'est qu'on a le droit de faire du charity business, on a le droit de parler de LGBT au sein de l'entreprise, on a le droit de parler de sujets de société au sein de l'entreprise. C'est pas tabou. C'est vrai que en France, on y vient. Pourquoi? Parce que l'entreprise se doit d'être le reflet de la société et qu'on peut allier croissance économique, on peut générer du profit et faire de l'argent. Par contre, il y a une manière de le faire. Et donc la couleur de l'argent importe. En tout cas, ça m'importe et je pense que c'est pas qu'un levier d'attractivité. Je pense qu'il y a aussi des valeurs qui peuvent être portées au sein d'une entreprise dans la manière de le faire. Pardon, juste parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Merci. Je soulignais juste une priorité pour une entreprise. Ensuite, une entreprise, elle évolue au sein de sa société. L'entreprise, elle doit être agile. Et à partir de là, elle est obligée de donner du sens à ses collaborateurs. Et elle est obligée de faire œuvre utile aussi, évidemment. Je voulais juste gommer cette petite naïveté qui était de penser qu'une entreprise n'était pas là pour faire du profit. Voilà, c'est d'allier les deux. Alors moi j'aurais voulu aller un petit peu plus loin si possible. On a parlé de Danone, de grosses entreprises américaines. Nous on est encore une start-up, on est une quinzaine, on s'est déjà créé comme une entreprise à mission. Donc pour nous le profit n'était pas la raison première. Je dirais qu'aujourd'hui le profit pour nous c'est juste la pérennité. C'est le fait, notre objectif c'est de créer un business qui soit indépendant et pourtant 100% sociétal. Donc c'est comme ça qu'on s'est créé. Donc oui, une entreprise est là pour faire du profit, mais plus pour exister demain et pour pouvoir, je dirais, créer de l'emploi.
plus que dans l'objectif d'enrichir et d'enrichir ses actionnaires. Et c'est comme ça que nous, on a envie de voir le business de demain, c'est de dire que c'est plutôt un enjeu de pérennité financière. J'ai beaucoup aimé un jour la phrase de Mohamed Younous, qui est prix Nobel de la paix, qui disait « le business sans le social, c'est de l'anarchie, mais le social sans le business, c'est de l'utopie ». Et comment aujourd'hui, on va créer des entreprises qui sont, on parlait de deux jambes, je pense qu'on peut être sur ces deux jambes-là, à la fois business et en même temps social. Si vous permettez, je voudrais évoquer en fait la question de l'économie sociale. Et là, précisément, à transformer aussi un peu le monde dans l'entreprise. L'activité qui est la mienne, c'est en fait ce monde de l'immobilier, donc c'est un monde d'argent. Et on voit que l'économie sociale, précisément, a permis en fait de transformer bien des comportements, à changer bien des comportements. Notre démarche est de faire en sorte que notre société ne soit pas stigmatisée, que des personnes ne soient pas discriminées, avec ces quartiers d'ailleurs, dont on appelle ces quartiers perdus pour la République, et qui ne sont pas simplement perdus pour la République, parce que ce sont des hommes et des femmes, des enfants qui sont perdus. Et dans cette situation, finalement, il y a une économie qui se développe pour tenter de reconquérir des territoires, pour faire en sorte aussi que la question du logement, la question de l'habitat, devienne aussi une chance pour transformer les relations sociales. Et comment nous y parvenons? Imparfaitement, naturellement, imparfaitement. J'entends bien qu'on pourrait me dire, mais qu'est-ce que vous réalisez au regard en fait des besoins? J'entends tout à fait l'observation et je ne suis surtout pas là pour faire mon malin. Je sais bien malheureusement le drame que cela représente pour tant et tant de familles. Mais malgré tout, il y a une transformation qui s'opère. Et cette transformation, elle est liée au fait que l'entreprise et notre société, nos foncières solidaires, en fait, aujourd'hui, elle fonctionne que parce qu'en fait, il y a le monde des entreprises. Ce monde des entreprises, et notamment, en fait, les salariés d'entreprise. Il y a 1 million de salariés d'entreprise, plus d'1 million, qui interviennent dans ce qu'on appelle l'épargne salariale solidaire. Et cette épargne, finalement, elle permet en fait d'investir là où hier, on n'y parvenait pas. Ça représente aujourd'hui un peu plus de 20 milliards d'euros. C'est un effet de levier qui a permis en fait de réaliser un peu plus de 120 milliards de projets à vocation sociale dans des quartiers qui n'auraient jamais pu en fait être appréhendés sans ce type d'investissement. Donc on voit qu'il y a une forme d'économie. Il y a aujourd'hui la question du sens et qui met au fond des hommes et des femmes qui sont investis par rapport à ce sens et qui mettent un peu tout sans dessus-dessous. Le sujet, ce n'est pas de renverser la table, mais de s'inviter à cette table et de dire finalement qu'à cette table, qu'est-ce que chacun va pouvoir mettre pour qu'il y ait en fait d'autres approches. Vous savez, il y avait cette expression en fait, la monnaie et la liberté frappée. Il y a aujourd'hui cette liberté qui devient une liberté qui est celle de la création, de l'imagination. Merci beaucoup. Et pour la suite, on me fait signe qu'il faut essayer d'avoir le micro le plus proche parce que je crois que ça ne fonctionnait pas forcément très bien. Merci beaucoup pour cette première partie. J'avais un peu peur en préparation du débat parce que c'est toujours un peu compliqué de préparer des débats, de demander aux uns et aux autres quelles sont les idées qu'ils veulent faire passer, qu'on ait plus des discussions qu'un débat. Et je suis très heureux que cette première partie du coup ait abouti à un vrai débat autour de cette table. Même si à la fin, j'ai l'impression qu'on s'accorde quand même pour dire qu'il y a en effet deux jambes, à la fois la jambe qui permet de continuer à marcher et celle qui permet d'avoir un impact social sur le long terme. J'aimerais qu'on passe à la deuxième partie de ces 25 premières minutes, à savoir celle sur le rôle de l'entrepreneur. Donc on voit bien que l'entrepreneur hier avait pour principale priorité que d'avoir une entreprise qui était viable économiquement. Aujourd'hui viennent se rajouter, ou en tout cas viennent se focaliser les enjeux sociétaux. Et j'ai du coup peut-être une question pour vous, Madame Samut. Est-ce que c'est pas beaucoup pour l'entrepreneur que lui demander à la fois d'impliquer ses collaborateurs, d'être rentable, d'avoir un impact positif? Est-ce que le rôle de l'entrepreneur ou du dirigeant est devenu très ou trop difficile à porter? J'ai l'impression dans ce que vous disiez dans l'introduction que justement le portrait de l'entrepreneur c'était celui-là, d'être un peu fou en fait et d'emmener une équipe, de repousser ses peurs et donc d'entreprendre vraiment dans le vrai sens du terme. Donc oui, c'est énorme et c'est repousser ses limites en permanence, mais c'est vraiment ça qui nous anime, quoi. Et c'est en ça aussi que
que l'entreprise marche sur ces deux jambes-là, parce qu'il y a une mission bien autre que la classique rentabilité. Et c'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins, je crois, dans ce métier, c'est sûr. Et Monsieur Desvers, vous m'avez dit dans la préparation qu'avant de devenir dirigeant, enfin avant de vouloir changer des choses ou son entreprise, il faut d'abord se changer soi-même. En tant que dirigeant, qu'est-ce qu'il faut changer en soi? Et peut-être qu'est-ce que vous avez changé en vous durant les 40 dernières années? Et moi, j'ai d'abord commencé par construire une société qui était une société de promotion immobilière. Et cette société immobilière, même s'il y avait un impact en fait déjà de travailler sur la mixité sociale, je me suis dit comment, à partir de cette forme d'économie, comment faire un vecteur précisément alors de la transformation sociale. Et cette approche, finalement, elle m'a invité à aborder la question qui est la question du manque. Au fond, qu'est-ce qui distingue un individu d'une personne? Ou qu'est-ce qui fait qu'un individu devient une personne? L'individu, c'est celui qui a une certaine idée de sa puissance et qui finalement, alors si en plus il est aux commandes d'une entreprise, finalement peut s'enfermer dans cet entre-soi. Passer en fait à prendre en compte les difficultés d'une société, se laisser toucher, ne pas rester indifférent en fait à des drames sociétaux. Alors c'est entrer dans une interrogation de se dire est-ce que finalement je m'intéresse à ce que je suis en train de voir, ou bien je ne veux pas savoir et finalement je passe mon chemin. Et à partir du moment où en fait on est touché par ce qui manque à beaucoup d'autres et ce qui manque aussi à soi-même, pour y parvenir à apporter une certaine réponse, une certaine proposition, pour travailler ensemble. Alors, finalement, lorsque cette approche du manque devient une question tout à fait un peu essentielle, un peu existentielle, alors on devient une personne. C'est-à-dire de ce moment où, en fait, on reconnaît toutes ses capacités, il ne s'agit pas, en fait, naturellement d'entrer dans des fausses humilités, mais de se dire aussi, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de l'intelligence des autres, j'ai besoin de la créativité des autres. J'ai besoin aussi d'entendre, au fond, ce cri de ceux qui se disent, il n'y a donc personne pour entendre, personne pour comprendre. Et lorsqu'on se met alors un peu à entendre et un peu à comprendre, alors s'éveille un chemin qui est précisément ce chemin, en fait, d'une ouverture, ce chemin d'un changement intérieur. Et puisqu'on est là à partir de l'acte qui est celui d'entreprendre, entreprendre, c'est aussi comment entreprendre en soi une approche nouvelle, créatrice, à partir de laquelle on s'éveille un peu à ce que l'homme est appelé à devenir. Merci. J'ai besoin des autres, j'ai besoin de leur intelligence, j'ai besoin de leur créativité. Est-ce que, Madame Thibault-Gondré, la transition que l'on appelle de nos voeux de l'entreprise vers une entreprise qui est plus vertueuse est le seul fait de l'entrepreneur ou du dirigeant? Alors, non. Je dirais que c'est le pilier de Day One, l'entreprise qu'on a lancée. C'est que déjà, on a commencé par faire une étude pour voir comment les collaborateurs, comment les salariés ressentaient l'engagement sociétal de leur entreprise. Et aujourd'hui, il y a encore 80% de l'effort qui est de l'effort financier dirigé vers les associations. Alors bien sûr, les associations ont besoin de cet effort financier. Quand aujourd'hui, seulement 10% des salariés croient vraiment en le pouvoir de ce don financier et que 90% nous disent « Moi, ce que j'ai envie, c'est de m'engager, c'est de le faire. C'est de le faire avec mes mains, le faire avec mes bras, aller à la rencontre de l'autre. » Et justement, c'est très fort ce que vous dites parce que ça résonne extrêmement dans les personnes qu'on rencontre qui nous disent en fait, moi, ce que je veux, c'est contribuer un petit peu. Je pense qu'avant, on attendait que l'entreprise prenne les rênes, que l'entreprise fasse des grands projets, là où aujourd'hui, l'individu, le tout à chacun, a envie de contribuer, a envie de sentir que lui aussi, il a mis sa petite pierre à l'édifice. Et
là où nous, on travaille, c'est que même avec les associations, parfois elles nous disent on a besoin de 2000 € pour une formation Excel. Moi, je lui dis non, vous avez besoin de quelqu'un pour vous former sur Excel. Et donc, comment on va aller chercher en entreprise quelqu'un qui s'y connaît en Excel, les bases, et qui va aller prendre un peu de temps pour rencontrer cette association et pour partager ses bonnes pratiques qu'elle a apprises en entreprise, et qui va en plus permettre à l'association d'économiser 2000 € et de peut-être créer un beau lien qui sera vertueux par la suite. Je pense que demain, c'est pas seulement sur les épaules du dirigeant, ce serait trop dur, trop lourd à porter. Et puis, même plus que ça, c'est une demande de tous les collaborateurs, de tous les salariés, et même des citoyens, de se dire moi aussi j'ai envie d'agir, moi aussi j'ai envie de me sentir utile. Et comment on arrive demain à créer des outils qui permettent justement d'entreprendre, d'innover, et que chacun puisse être l'entrepreneur du monde de demain, même au sein d'une entreprise, même sans en être à la tête. Donc on a besoin d'une transformation du dirigeant, on a besoin d'une implication de l'ensemble des collaborateurs. Après ça, on est quand même contraint et on vit dans un écosystème qui nous est donné et qu'on peut souvent avoir du mal à changer. Et donc maintenant qu'on a traité la question du rôle de l'entrepreneur et du rôle de ses équipes, je voudrais qu'on prenne les 10 dernières minutes qu'on a ensemble là sur le côté écosystémique. Et j'ai une question pour vous, Madame Sidikian, pour commencer. Les entrepreneurs et leurs entreprises n'agissent pas seules, elles sont forcément contraintes par l'écosystème dans lequel elles évoluent. D'après vous, est-ce que l'écosystème actuel, qu'il soit national, européen ou même mondial, est propice à une réforme en profondeur du capitalisme? Et sinon, ou pas encore, quels sont les moyens qu'on a à notre disposition? Déjà, on a un bon exemple aujourd'hui d'un bel écosystème, puisque en fait, la culture permet justement aussi de diffuser, de sensibiliser largement sur des causes. Et je sais que vous le faites. On a des associations qui sont engagées au quotidien, et puis les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Et donc, on met tous, je pense, notre pierre à l'édifice. Et quand on regarde Salesforce, c'est une entreprise, en fait, qui n'est pas vraiment une entreprise. C'est un écosystème depuis le démarrage. Ça veut dire que on parlait par exemple de l'engagement des salariés. Il y a eu un modèle 99, donc il y a 21 ans, qui disait une semaine et demie est payée par l'entreprise dans ces 7 jours ouvrés. C'est facile de le faire quand on est 7 ou 8 en start-up. C'est beaucoup plus difficile quand on est 70 000. Et en fait, aujourd'hui, ces 7 jours, ils sont payés par l'entreprise et c'est vraiment obligatoire, où chaque salarié doit venir rendre ce qu'il reçoit. Et en fait, il vient le faire justement sur les associations. Donc, au choix, parce qu'on peut être touché, par exemple, sur l'autisme, et donc on a envie de s'impliquer dans cette cause. Ça peut être sur l'éducation des réfugiés. Il y a 20 000 heures de mentorat qui sont effectuées chaque année. Et donc, ça permet justement de drainer un écosystème positif autour de ça. Et donc, quand on regarde aussi l'innovation, d'où elle vient, on parlait des startups tout à l'heure, avec une impulsion de l'État, puisqu'on avait 3 licornes en 2018. On en a un peu plus de 18 maintenant à mi-2021. Et en fait, ces licornes, elles ont aussi besoin d'être aidées, de découvrir quelle est la prochaine étape d'industrialisation. Et donc, le fait aussi de faire du mentorat entre grandes entreprises et plus petites, de mettre à disposition de la technologie, mais également de regarder comment les process s'opèrent pour les prochaines phases, ça permet aussi de grandir tous ensemble. Et Monsieur Dumonté, vous nous disiez tout à l'heure que l'écosystème était assez important dans le monde de la culture, notamment dans la relation entre les acteurs privés et les acteurs publics. Qu'en est-il aujourd'hui et est-ce que d'après vous, il permet notamment avec, si je prends simplement la question de la chanson, aujourd'hui avec les plateformes de streaming, on se retrouve souvent avec 20, 25, 30 maximum grands auteurs qui sont écoutés à travers le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les solutions aujourd'hui pour qu'on puisse avoir d'autres voix dissonantes, qui sont moins mainstream, qui puissent être écoutées et porter un message différent? Vaste débat, comme toutes les questions que vous lancez d'ailleurs, parce que il y a quelques instants, on parlait de la fin du capitalisme ou de la recherche d'un capitalisme vertueux, et maintenant on vient à l'effervescence culturelle et la diffusion culturelle. L'enjeu pour moi qui le relie, pour préciser la question, c'est vraiment comment est-ce que l'écosystème tel qu'il existe aujourd'hui permet une pluralité de points de vue, et en cela, j'y retrouve le côté vertueux avec différentes voix qui peuvent être portées. Il y a une pluralité incroyable aujourd'hui. Vous savez, j'ai l'avantage d'être vieux, et ça m'a permis de connaître l'essor des radios libres. Et donc c'était dans les années 80,
Et à ce moment-là, j'entendais déjà, je faisais Sciences Po dans les fin des années 80, et j'entendais déjà les inquiétudes absolues sur la perte de la variété non pas de la variété française, mais de la diversité de l'offre culturelle. On est à un moment, grâce notamment à Internet, où il y a une multiplication absolue des réseaux, des créneaux, des canaux. Donc à partir de là, il y a un foisonnement incroyable en matière culturelle. Alors certes, les Deezer, les Spotify peuvent réduire, et évidemment, parce que c'est toujours, de toutes les façons, c'est la règle des 80-20 qui existe dans tous les métiers, donc qui existe aussi en matière musicale. La musique n'est pas forcément mon métier, moi c'est le théâtre, mais qu'importe. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a une profusion absolue d'offres, et c'est absolument génial. Maintenant, et on le voit par exemple dans le théâtre, à Avignon, vous avez 1500 pièces qui voient le jour au mois de juillet. Et effectivement, il faut aller faire son chemin là-dedans. Et effectivement, cette profusion, elle peut être par moments contre-productive. Parce que c'est difficile de se frayer son chemin et c'est difficile de se faire connaître. Mais moi, j'aime toujours, et c'est le propre d'un entrepreneur, j'aime toujours voir le verre à moitié plein. Et le verre, il est vraiment à moitié plein. Et on a la chance aujourd'hui, en matière culturelle, d'avoir une offre d'ailleurs très aidée et accompagnée par l'État, qui est très riche. Et c'est sur cet accompagnement-là, voilà, c'est ça la question que j'avais derrière, sur quel est l'écosystème qui permet d'avoir une offre qui est très riche, encore très riche, en dehors des réalités financières qui peuvent être posées dans le monde de la culture en particulier. Madame Samut, vous avez à votre échelle dû créer votre propre écosystème, comme vous avez monté l'épicerie L'Idéal. Comment est-ce que vous avez fait et quels ont été les acteurs clés qui vous y ont aidé? Alors en fait, donc cette petite épicerie L'Idéal minuscule que j'ai montée à Noailles, dans un quartier très populaire de Marseille, qui est le ventre de Marseille, là où d'ailleurs n'importe qui voudrait ouvrir quelque chose qui se mange devrait venir, et qui fait peur à beaucoup de monde parce qu'ils ont peur de l'insécurité, etc. Donc moi j'ai monté ça, on m'a beaucoup raconté, on m'a beaucoup dit mais quel enjeu, etc. En fait, j'ai monté ça sans y penser. J'ai été menée par quelque chose qui touche aussi l'entrepreneur, c'est-à-dire certainement l'intuition, ou tous ces mots magnifiques et poétiques. Et Dieu soit loué, c'est vraiment le fondement de mon histoire. Mais alors, dans toute cette histoire, je veux absolument vous raconter ça parce que d'être dans un endroit comme ça, avec vous tous là, il faut que je vous raconte cette histoire de l'idéal, parce que l'idéal, c'est un mot très porteur. Mais quand j'ai créé cet endroit, je l'ai appelé l'idéal pour une histoire tout autre, l'histoire d'un magasin de vêtements de travail que tenait la grand-mère d'un ami. J'ai pas pu me détacher de ce mot, alors j'ai dit je vais l'appeler l'épicerie L'Idéal. Mais grâce à ce mot, on a commencé, on était 3, on est aujourd'hui 12 personnes, et les 12 personnes trouvent leur idéal dans l'idéal. Et ça, je pensais pas la force du mot dans une histoire d'entreprise. Je pensais pas non plus que... Moi, j'étais journaliste culinaire avant, et j'avais besoin de raconter les produits aux personnes directement, plutôt que de passer par un vecteur qui serait l'écriture ou l'image. Et donc aujourd'hui, ce que je raconte dans cette épicerie, c'est le lien entre le produit, le producteur et le consommateur, en conscience, comme on dit maintenant. Et pour opérer tout ça, on a créé notre propre petit monde, on va dire, autour de l'épicerie, qui est rien du tout finalement comme sujet, mais qui est juste ce qu'on mange. Et c'est une création à part entière de chacun des éléments pour arriver à faire cette histoire-là qui a 6 ans maintenant. Donc à votre échelle, ouais. Et quels ont été peut-être les éléments clés de constitution de cet écosystème? L'élément clé, c'est l'humain. Chaque personne de cette entreprise crée son propre poste. En fait, c'est arrivé comme ça aussi, c'est qu'on a créé une entreprise où personne n'avait vraiment de poste défini puisqu'on débutait, et que chacun a créé son poste et a créé son art et sa forme de transmission. Et aujourd'hui, aucune des personnes ne pense à faire autre chose. On veut aller de l'avant dans cette histoire commune. Je veux bien juste réagir, puisque le point 2, c'était le rôle de l'entrepreneur et ce métier d'entrepreneur, et vous dire juste que c'est le métier le plus extraordinaire qui existe. C'est un métier de dépassement, c'est un métier de défi,
c'est un métier de doute, donc je ne peux qu'inciter tout le monde à être entrepreneur, et on se place toujours et on se pose toujours des limites, on est souvent notre propre ennemi, et ça nous apprend à nous dépasser, et c'est vraiment totalement exaltant, avec des revers, parce qu'on a tous rencontré des revers, mais des aventures extraordinaires. Et vraiment, c'est important de le dire, parce que c'est le métier le plus épanouissant, c'est un métier qui ne repose que sur vous, sur votre moteur, sur votre énergie, qui vous oblige évidemment à vous reposer sur les autres. Et moi, je travaille avec des artistes, donc c'est essentiel qu'en permanence, je travaille avec eux, donc je sois totalement à leur écoute. Mais c'est un métier qui exige énormément d'énergie, mais qui donne d'incroyables satisfactions, parce que quand vous échouez, c'est votre faute, et quand vous réussissez, c'est aussi un petit peu en partie grâce à vous, et ça, c'est très, très, très agréable. Eh bien, ce sera notre mot de transition, puisqu'après avoir passé ensemble cette première demi-heure sur l'évolution du rôle de l'entreprise, l'évolution du rôle de l'entrepreneur et l'écosystème à créer, on va passer la parole aux étudiants qui ont préparé ce débat. Est-ce que vous avez des micros avec vous? Oui, c'est parfait. La parole est à vous. Merci. Bonjour. Ça marche, oui. Bonjour. Donc moi je m'appelle du coup Victor Hitch et je suis étudiant à l'université de technologie de Troyes en études de matériaux. Et en fait, mon école nous pousse constamment à vouloir entreprendre. Et moi, ma question, elle se situe plus dans la prise de risque, qui est en fait dans le thème du sujet. Et je voulais savoir, faut-il être fou pour entreprendre et même la prise de risque est-elle un frein ou un accélérateur à l'entrepreneuriat? Alors, je répondrai avec grand plaisir. Merci pour votre question. Je pense pas qu'il faille... Je dirais pas fou et inconscient, je dirais insouciant et optimiste. Quand j'étais encore en finance, j'ai eu la chance d'accompagner énormément d'entrepreneurs qui avaient plutôt très bien réussi leur vie, avec monté des PME pendant 25 ans, des ETI. Et un jour, j'ai rencontré une femme qui s'est lancée dans les ascenseurs, donc face à des grands groupes industriels comme Otis, et qui avait quand même réussi à faire une PME française qui le faisait d'une façon plus responsable, qui faisait quand même 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand je lui disais, quand tu regardes derrière toi, est-ce que tu es fière? Elle me dit, surtout quand je regarde derrière moi, je me dis que je ne le referai pas. Et donc, mais en même temps, elle en était extrêmement fière. Donc, je pense qu'il y a cette insouciance parce qu'on ne se rend pas compte des difficultés, des portes qui vont se fermer. Et comme le disait à très juste titre, on est souvent notre propre ennemi parce qu'en fait, on a parfois tellement peur de l'échec qu'on n'ose pas y aller. Et en fait, on se rend compte que plus on échoue, plus on se dit bon ok, en fait ça fait pas si mal, donc on va continuer, on va avancer. Et je dirais même que le risque c'est la base de l'entrepreneuriat. Moi j'ai travaillé beaucoup dans la finance. On parlait de risk-reward, donc en français le risque-récompense. Et donc plus on prend de risques, plus on a de risques de récompense, ce qui est plutôt une belle chose. Et dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Alors oui, vous allez prendre un risque, un grand risque, et en même temps, c'est là où on va peut-être prendre le risque de vraiment faire bouger les choses et d'avoir une belle récompense en face. Merci beaucoup. Moi, je suis Gaë Salpin, et ma question s'adressait surtout à Madame Sidikian. Vous tous avez parlé de plusieurs qualités que devait avoir l'entrepreneur, et je me demandais s'il y avait d'autres talents ou prédispositions qu'il faudrait pour devenir entrepreneur. Et cette question est aussi liée à une autre question, c'est si ces qualités, ces talents doivent être forcément valorisés par des diplômes. Et enfin, si on peut vraiment partir de zéro quand on est entrepreneur, ou si il y a forcément un bagage social, culturel.
Je vais venir nuancer en fait, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'entrepreneur. Bah voilà, il y a une force de conviction, il y a du focus, il faut être déterminé. Est-ce que tout le monde peut l'être? Je reste nuancée, parce que je pense qu'une des qualités premières aussi, c'est l'ascèse. Être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup d'échecs avant de réussir. Si je prends des grands noms que tout le monde connaît dans le monde, un Steve Jobs, il s'est fait virer avant de revenir. Un Elon Musk, il s'est planté au moins 3 fois avant de réussir. Un Benioff, il a fait un burn-out. Il est parti en Inde dans un ashram pour se retrouver, se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc là, c'est un peu on va dire les grands noms mondiaux. Mais quand on regarde la France, un Stanislas Inok-Château, tout le monde en parle avec Doctolib. Mais cet été, il a été titré en disant bon bah c'est bien, il fait de l'argent sur de la santé. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cette part de risque, il y a toujours cette critique, il y a toujours cette image où, comment dirais-je, le courage de la nuance, c'est d'ailleurs le décrit très bien, je crois que c'est Jean Bienbaume qui le dit, en disant on peut être sacrifié sur la place publique en un quart de seconde aussi. Et donc il y a toujours cette part de risque financière, parce que souvent quand on est entrepreneur, on s'engage financièrement, donc on se plante, ça a des conséquences fortes. Il y a aussi un impact sur la vie de famille, parce qu'on n'est pas aux 35 heures. Et donc du coup il y a une implication, oui mais je pense qu'il faut être transparent. Et donc il y a une implication qui est extrêmement forte sur la vie de famille, la vie sociale que l'on peut avoir. Et donc c'est de la continuité, c'est de l'effort dans la durée. Et il y a certes un succès au bout du chemin, mais je pense que du coup en termes de qualité, il faut vraiment être déterminé, rester focus, y croire jusqu'au bout, donc avoir une force intérieure. Donc c'est vraiment comme un sportif de haut niveau en termes d'entraînement. Et puis au final, surtout, c'est quand tout va bien, de se dire c'est là où ça peut aller mal. Donc c'est d'avoir une sorte de paranoïa positive, je dirais, pour perdurer dans son modèle économique. Alors je vais rebondir là-dessus. Moi je soutiens à 100% ce qui vient d'être dit. Nous on a lancé Day One début 2020. On a eu du pif. Juste après ça, on va dire que l'entrepreneur que j'admire le plus, c'est mon associée. Elle a 2 enfants en bas âge, donc 3 et 7 ans. Et au bout de 9 mois de lancement, son grand a fait un AVC. Et donc là, la résilience a joué comme personne. Enfin, moi, je pensais qu'on l'avait perdue en tant qu'entrepreneur. Et en fait, elle s'est organisée comme personne. Elle a eu cette résilience. À la fois, elle était proche de sa famille. On s'est organisé. On a vu, nous, des collaborateurs monter au pied levé, prendre ses responsabilités comme personne. Et donc oui, l'entrepreneuriat, c'est dur. Et en même temps, c'est aussi l'équipe qui est là pour se soutenir quand ça va mal. Et dès que ça allait mieux, et donc on était là, c'est bon, tout va bien, on repart. On a eu nos serveurs qui ont brûlé en même temps qu'OVH. Et du coup, on a repris une claque. Et donc c'est vraiment ça, oui, c'est beaucoup de fun, beaucoup de risques, mais c'est de la résilience avant tout. Et pour compléter, parce qu'il y avait un point intéressant dans la question qui était le niveau d'études, le milieu social, etc. On fait aussi pas mal de mentorat. Il y a Clarisse Agèche qui a monté des FNS sur la cybersécurité. Donc c'est une des rares femmes qui a monté une entreprise. Son conjoint n'a pas fait prépa et école de commerce. Et en fait, bizarrement, mais dans les levées de fonds, on lui reproche. En disant, mais voilà, dans l'équipe, vous n'avez pas tous fait Bac+5. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes suffisamment solide? Donc je pense qu'il y a encore effectivement des freins qui sont réels et qu'il faut aussi arriver à faire tomber pour dire qu'on est plus sur le potentiel que sur les compétences stricto sensus sur un CV ou autre, pour déterminer que c'est pas juste une personne, c'est aussi une équipe, une pluridisciplinarité de compétences autour de la table qui font que ça peut marcher. Et donc du coup, oui, je pense qu'il y a encore des freins là-dessus. Et il y a aussi l'escalator qui existe, qui va dans les quartiers défavorisés pour dire, voilà, il y a aussi de l'entrepreneuriat qui peut être là et qu'il faut aussi aller chercher. Parce que quand on n'a pas les clés de lecture, quand on ne sait pas ce qu'est la BPI France, il faut aussi donner les codes, donner un peu des petits coups de pouce pour faciliter ce chemin, mais ça reste compliqué et c'est possible. Voilà. Et pour illustrer, je dirais que nous, on est 3 associés. Mon associé tech a fait télécom et HEC et mon associé commercial a quitté les bancs de l'école à 15 ans pour faire de la coiffure. Il a repris à 20 ans un BTS et elle ne s'est formée que par le terrain. Et c'est, je pense, la plus belle des entrepreneurs. Donc, il faut vraiment dépasser ça. En résumé, on n'a que les freins qui sont dans nos têtes. Vraiment, c'est extrêmement important, c'est très important. Un entrepreneur est quelqu'un qui doit avoir le cuir extrêmement épais,
Le métier d'un entrepreneur, et on l'a vu au travers des exemples qui viennent d'être cités, c'est tout le temps de faire face, tout le temps. Et le métier d'un entrepreneur, c'est de gérer beaucoup d'emmerdes tout le temps. Voilà, il faut être très clair sur ça. Et de faire face et d'être déterminé. Et vous n'avez pas le choix ensuite. Vous n'avez qu'un devoir, c'est de réussir. Devoir par rapport à vous-même, devoir par rapport à vos équipes. Et se dire ça, ça vous met dans des logiques de réussite. Ça ne veut pas dire qu'on réussit tous. Et on va rencontrer des échecs. Mais il faut savoir qu'on a le cuir épais, qu'on fait face et qu'on n'a pas d'autre choix que réussir. À partir du moment où on s'impose ces règles et qu'évidemment on est exemplaire dans sa mobilisation personnelle, exemplaire par rapport à ses équipes, parce qu'on doit montrer l'exemple, on ne doit jamais baisser les bras. À partir du moment où vous intégrez ces comportements, on se moque des niveaux d'études, on se moque du cursus et on se donne des règles pour pouvoir réussir. Et c'est le plus beau métier du monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Incontestablement le plus beau métier. Voilà. Merci beaucoup. On termine juste les questions des étudiants et après on passe la parole. Troisième question. Oh, bonjour, Thibaut Pavé. Moi, j'aimerais peut-être revenir sur un sujet j'ai cru qu'on a rapidement abordé du côté de Madame Sidiquian et de vous, Monsieur Dumontet. C'était la place du pouvoir public. Et ma question est la suivante, c'est comment les pouvoirs publics peuvent-ils accompagner les entrepreneurs pour que ceux-ci traitent les grands enjeux de notre temps ? Alors, concernant les pouvoirs publics, on parlait tout à l'heure de la mobilisation sur les grandes causes sociales et on se disait que certes les entrepreneurs, mais qui évoluent dans une société, les entrepreneurs devaient se saisir de ces thèmes, mais c'était encore plus fort quand c'était absorbé par toutes les équipes et porté par toutes les équipes. En la matière, je dirais que si on attend tout de l'État, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'État, il est là pour créer des conditions qui soient favorables aux entreprises. L'État, il est là pour nous simplifier la vie. L'État, en matière, quand il y a des grandes pandémies telles qu'on vient de la traverser, il a eu, à la différence de la crise de 2008, une politique totalement opposée. En 2008, on avait essayé de restreindre budgétairement. Là, au contraire, on a fait le pari du redémarrage, de se dire ça va durer longtemps, on va éviter qu'il y ait de la casse. On va faire en sorte que les entreprises puissent opérer le rebond et que, en termes de chômage, notamment, on n'ait pas un poids extraordinaire, poids social, poids économique à gérer après cet accablement qui était celui d'une crise. Donc les pouvoirs publics, ils sont là pour créer un environnement. Ensuite, nous, on fait notre métier. Et ce métier-là, il est d'innovation, très souvent. Il est de Schumpeter, c'est la création destructrice. Donc c'est imaginer des nouveaux modèles. Et ça, je pense qu'on a l'agilité pour le faire. Et que si on pense que ça vient d'en haut, c'est se priver des centaines et des centaines d'initiatives qui peuvent exister. Donc l'État, et Dieu sait qu'en matière culturelle, il est très actif et que pendant cette crise, le secteur culturel a été très accompagné. L'État, à ce moment-là, était utile pour protéger un secteur et lui permettre de faire face, comme de très nombreux secteurs dans la vie économique française. Et ensuite, il faut aussi qu'il nous laisse un peu agir, parce qu'il y a tellement d'initiatives. Moi, je crois profondément à l'être humain. Je crois profondément à l'ingéniosité humaine. C'est extraordinaire l'ingéniosité humaine. C'est extraordinaire tout ce qui est inventé en permanence. Et ça, ce n'est pas l'État qui peut le faire. L'État, il est juste pour assurer un état de droit. C'est une grande chance de vivre dans un état de droit. C'est une très grande chance de vivre dans un état de droit. Il est là pour assurer ce cadre général. Et ensuite, ponctuellement, évidemment, en fonction des impératifs qui sont les siens, d'intervenir. Et d'aider l'innovation, de l'accompagner. On passe de 3 licornes à 17 licornes en très peu de temps. C'est pas 18, c'est pas neutre, c'est pas rien, et c'est significatif et nécessaire pour le pays. Mais on a aussi, nous, un grand rôle à jouer, et je veux qu'on puisse le jouer. Merci pour votre réponse. Bonjour, merci à vous pour ce débat. Donc, je suis Judith Mazerolles, je suis étudiante à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et donc, je suis plutôt spécialisée en responsabilité géopolitique de l'entreprise. Et à cet égard, on est souvent confronté à la question environnementale qui aujourd'hui est totalement indispensable en fait lorsqu'on est entrepreneur. À titre plus personnel, mes parents sont entrepreneurs, ils ont quitté 30 ans de salariat pour faire pousser du thé en Bretagne. Et
Et du coup, je voulais savoir particulièrement avec je voulais demander particulièrement à Madame Samu et Monsieur Devers, quel est le rôle de la société, de l'entreprise et surtout des nouvelles entreprises pour ces questions de développement durable et environnemental? Bah, moi, à mon petit niveau d'épicière, évidemment, je suis sur la ligne de production de travail en lien avec tous mes producteurs. C'est une question fondamentale, quoi, qui est maintenant, aujourd'hui, on va dire, mise comme ça en exergue, mais qui est le fondement de mon éducation culinaire. Puisque je suis fille de restaurateur qui travaille encore depuis 45 ans. Et donc, oui, voilà, pour moi, c'est la base de mon travail, c'est sûr. C'est évident. Sur la question environnementale, je vais tenter de vous répondre simplement à partir, en fait, d'une question qui se pose à partir à la sortie, on n'est pas encore complètement sorti, mais de cette crise sanitaire. Et donc c'est un lien entre précisément l'État, les collectivités locales et notre mouvement, mais avec d'autres mouvements aussi qui s'associent également. On voit qu'aujourd'hui, il y a une crise profonde en fait au niveau des hôpitaux, ce qu'on appelle des EHPAD aussi. En fait, un certain nombre de soignants se disent fatigués, peut-être lassés aussi par ce manque de reconnaissance sociale, par des rémunérations qui ne sont pas là, en tout cas au rendez-vous qui avait été proposé. C'est bien que ce beau métier perd en fait de son attractivité, qui plus est, il en perd une, puisqu'en fait le télétravail ne leur est pas possible. Monsieur Devers, je vous coupe une demi-seconde. On me fait signe qu'on ne vous entend pas très bien. Donc, si vous pouvez un tout petit peu plus fort, ça arrangerait tout le monde. Merci. Et donc, face en fait, à cette situation-là, des soignants qui nous disent, par exemple, pour venir dans les hôpitaux, il faut venir à 6 h du matin, quand nous, on n'a pas de ressources, en fait, donc on habite très loin. Et il n'y a pas toujours en fait les transports publics. Ensuite, on vient avec nos voitures, mais en fait, il y a les problèmes de stationnement, il n'y a pas toujours les parkings. Et donc, devant ce type de situation, il y a un problème social qui est posé, qui est clair. Eh bien, il y a tout un travail qui est en train de se faire pour dire on va essayer de réaliser des logements précisément adaptés pour le personnel soignant à proximité, autant que possible, ou en tout cas près, à proximité quand même de ces hôpitaux ou de ces cliniques et de ces EHPAD. Voilà une réponse qui va se réaliser à partir en fait d'une aide de l'État. Donc l'État intervient à partir en fait aussi de l'accord naturellement des hôpitaux et puis de cette économie solidaire. Donc on voit que finalement c'est cela entreprendre, c'est partir du réel. Vous savez, il y a ces mots magnifiques de Lamartine qui dit en fait le réel est étroit et le possible est immense. Eh bien je crois que nous avons précisément, c'est ça le rôle d'entreprendre, de diriger, c'est en fait de voir comment on peut habiter ce possible, habiter ce qui est immense, et donc entreprendre, c'est faire naître. C'est faire naître un certain nombre de réponses à partir desquelles, à partir d'une écoute, on se dit c'est juste, voilà, et parce que c'est juste, c'est fort, et ce qui est juste va permettre en fait aujourd'hui dans cette société qui prend conscience, je l'évoquais tout à l'heure, en fait, la question en fait, de la fragilité, de la vulnérabilité, et qui est au rendez-vous de la fragilité, ce qui donne aujourd'hui en fait des ouvertures tout à fait inattendues par rapport à l'acte d'entreprendre. Merci beaucoup pour vos réponses à ces différentes questions. Et il est maintenant temps d'ouvrir le questionnement à la salle. Donc si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever la main et le micro vous sera apporté. Bonjour, je suis Guillaume Adjiman, je suis double entrepreneur, donc je fais des totems végétaux qui vivent d'amour et des fraîches et j'ai une start-up, une fintech à Station F. Bah, oui, non, mais
Pourtant, je suis bien là. Donc, je suis double entrepreneur, Guillaume Adjiman. Je fais des totems végétaux qui vivent d'amour et d'eau fraîche. Mais je sais pas, je sais pas si vous m'entendez. Ma question était plutôt sur le lien intergénérationnel, en fait. La moyenne d'âge dans la salle, on est plutôt sur senior plus, quoi, 45 ans et plus. Le rôle de l'entreprise pour accompagner en fait le lien intergénérationnel et comment, parce que les pouvoirs publics, je pense, ont pas forcément le meilleur des rôles là-dedans. Surtout en France, Émilie disait que il y avait le rôle du tennis, parce que moi je joue au tennis avec Stanislas du coup à l'époque. Voilà, moi je voudrais avoir un petit retour d'expérience sur à la fois une entreprise plutôt à mission dans l'humanisme, l'habitat, et comment Salesforce ou Accenture par exemple, d'un point de vue des seniors, essaye en tout cas du moins soit de conserver des talents, parce qu'il y a aussi des talents dans l'entreprise des seniors, et qui font le lien, le pont avec les jeunes générations qui sont très demandeurs, très versatiles, très agiles et qui expriment en fait un réel besoin de challenge vis-à-vis des gens un peu plus seniors, quoi. Voilà, donc je voudrais avoir un petit peu un retour d'expérience là-dessus et le rôle de l'entrepreneur ou des entreprises qui sont un peu plus matures dans la société. Voilà, merci beaucoup. Je vais bien essayer de répondre sur la question du lien intergénérationnel et comment ce lien intergénérationnel a permis en fait, par exemple, le développement d'Habitat Humanisme. D'abord, on voit un certain nombre de jeunes qui sont en fait, qui ont fait des études et qui se disent à un moment, en fait, à la sortie, eh bien moi, je veux bien passer quelques années avec vous. Donc, on a beaucoup d'étudiants d'ESSEC, d'HEC, en fait, des ingénieurs aussi par rapport à l'acte de construire qui interviennent. Des jeunes aussi qui sont en plus grande difficulté, des décrochés. Et en fait, à partir de l'acte de construire, c'est un acte de soin construire. Et l'entrepreneur doit aussi, finalement, par rapport à une société, se dire comment je vais apporter aussi un soin, comment les choses vont aller un peu mieux. C'est d'autant plus nécessaire qu'en fait, on nous fait confiance à travers cette structure à mission, à partir en fait des financements, où on nous demande en fait, mais quel est donc l'impact social de ce que vous réalisez? On ne vous demande pas de sortir des dividendes, nous dit-on. Ce qu'on vous demande, c'est de nous prouver que véritablement il y a un changement. Ça a été Habitat Humanisme, puisqu'en fait, on a très peu de dons, puisque les gens investissent. Et donc, on ne peut pas leur dire, ah ben écoutez, oui, votre investissement va s'en servir pour faire des grandes campagnes de publicité pour nous faire connaître. Donc, on ne peut pas se faire connaître par de la publicité, on ne peut se faire connaître qu'à partir, en fait, d'une reconnaissance de cette approche sociétale, de ce changement sociétal. Et ça a été en fait notamment avec des étudiants en prépa, il y a maintenant un certain nombre d'années, qui sont venus nous trouver en nous disant votre démarche, qui effectivement marque une attention aussi à la question du logement des étudiants, eh bien on va vous aider. Et comment vous allez nous aider? L'idée, elle n'est pas de nous, elle est d'eux. Donc je peux en parler d'autant plus simplement et librement, mais de dire voilà, dans ces moments, en fait, dans ces quelques jours où on rentre dans nos universités ou dans nos grandes écoles, on va faire connaître ce que vous réalisez. Et à partir de cette reconnaissance, ils ne sont pas restés à l'extérieur, beaucoup ne sont pas restés à l'extérieur de l'entreprise, ils sont venus nous rejoindre en disant comment je peux vous aider. Il y a aussi, on vient de réaliser une opération assez intéressante en fait sur les anciennes prisons de Lyon. Les prisons, c'est des lieux naturellement de souffrance, des lieux d'enfermement. Et là, il y a eu en fait un vrai soutien de l'État qui a dit en fait, on ne va pas faire de ce lieu qui est extrêmement bien placé, en fait, demain une opération qui sera simplement une opération financière où les plus riches vont venir habiter ce lieu. Et donc, il y a eu un concours qui a été lancé. On a travaillé avec l'université, on a travaillé avec les étudiants, on a travaillé avec les soignants. Et pour se dire, sur ce lieu, on a fait, donc elle a construit 140 logements. Et sur ces 140 logements, il y a 30 logements qui sont réservés à des personnes qui sortent des hôpitaux et qui parfois n'ont pas de toit. Donc là, on touche vraiment la très grande pauvreté, alors qu'on ne fait pas naturellement des traitements dans la rue.
ou des personnes qui sont aujourd'hui, c'est un autre cancer social, qui est l'isolement des personnes, la solitude des personnes, et qui non plus ne peuvent pas faire, on ne fait pas un traitement en fait à domicile d'un cancer. Et donc on a accueilli ces personnes, et ce sont des étudiants qui n'assurent pas les soins, mais qui assurent en fait un prendre soin de ces personnes. On nous a dit, mais vous rêvez, c'est pas possible. N'empêche que ça fonctionne depuis 4 ans, et que ça fonctionne bien, et que ça a donné aux étudiants en fait une invitation, ils découvrent un véritable sens de cette attention aux fragiles qui les aide aussi à se construire dans leur humanité. Et alors, j'ai reçu un jour une lettre, il y a un peu plus de 2 ans. Cette lettre, bien sûr, elle a été pour moi quelque chose de dire, c'est un vrai passeport pour pouvoir continuer en fait de ce qui s'est réalisé. Les étudiants qui disent, voilà, c'est Martine, elle a un peu plus de 70 ans, depuis 15 ans elle est dans la rue. Et Martine dit, pour la première fois de ma vie, on s'est intéressé à moi parce que j'étais moi. Et les étudiants de dire, sur ce centre universitaire, nous avons créé une grande école d'humanisme, et que cette école d'humanisme le restera tant que nos professeurs, entendez bien, seront ceux-là même qu'on accueille. Eh bien, quand une société arrive, en fait, quand à 20 ans, on arrive en fait à ouvrir de telles perspectives et se laisser porter finalement par cet idéal, je trouve qu'il y a quelques raisons d'espérer. Merci beaucoup pour cette réponse. Du coup, oui, on a des questions qui sont là. Au fond de la salle, on avait quelqu'un qui levait la main. Du coup, j'avais une question. Ah, voilà, très bien, tant mieux. Bon, déjà, merci pour les débats. Je m'appelle Jessica Cluzel, je suis à Kedge, en dernière année de master. Du coup, vous avez parlé d'économie sociale et solidaire, de recherche de sens, de recherche de profit aussi. Et à un moment, j'ai entendu dire aussi de rendre vertueux le système capitaliste dans lequel on vit. Et en fait, tout ça, ça m'a fait penser à Time for the Planet. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une entreprise qui a été pensée à but non lucratif, dont le but, c'est de soutenir des innovations et sous forme de licence, en fait, de les répliquer encore et encore, et donc de les soutenir financièrement. Et pour cela, c'est des actionnaires qui investissent donc de l'argent, mais qui ne reçoivent pas de dividendes sous forme d'argent et sous forme de taux de retour sur la planète. C'est-à-dire qu'ils vont savoir combien de CO2 a été émis avec leur argent investi. Et sur 10 ans, le but aussi, c'est de rembourser ce qu'ils ont investi. Alors déjà, je voulais savoir si vous connaissez, est-ce que vous pensez que ce modèle d'entreprise est viable? Et sinon, à votre échelle, est-ce que vous pensez pouvoir changer ce modèle capitaliste pour le rendre plus vertueux? Et si oui, comment vous feriez ou comment vous faites? À vous tous. Vaste question, est-ce que quelqu'un veut la prendre? On doit tous essayer d'être plus vertueux. Tous, tout le temps. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit citoyen. Moi, j'ai la chance, donc je fais du théâtre, j'ai la chance d'avoir des projets qui marchent très fort, et ça me permet d'investir dans d'autres projets, qui sont des projets que je juge citoyens. J'ai lancé un festival, par exemple, qui s'appelle Parole citoyenne, où j'ai envie de sensibiliser les publics à de grandes causes. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, que j'ai accompagné une artiste extraordinaire qui s'appelle Andrea Bescon. Andrea, elle a créé un spectacle qui s'appelle Chatouille sur les violences sexuelles commises sur les enfants. Ce spectacle a eu un Molière. Ensuite, elle en a fait une déclinaison au cinéma. Il a eu un César. Et en permanence, ce spectacle est à l'affiche, même s'il ne gagne pas d'argent, mais parce que j'estime que la caisse de résonance que je peux offrir à ce thème mérite que le média qu'est le théâtre s'en empare, s'en empoigne et le diffuse le plus largement possible. Parce que je considère, là aussi, que c'est la mobilisation de toute la société, c'est la mobilisation, la prise de conscience de la gravité de ce fléau qui fera que dans les futures générations, beaucoup moins de jeunes enfants en pâtiront. Donc ça, c'est un exemple, voilà, dans nos activités, dans mes activités théâtrales. Je produis en janvier prochain un spectacle qui s'appelle Audrey sur la radicalisation. Là aussi, ce n'est pas un spectacle, à mon sens, où je vais gagner de l'argent, mais c'est juste un spectacle qui nous alerte sur cet enfermement, qui nous alerte sur les exigences qu'on a tous
pour éviter ces enfermements et éviter que des gens qui sont dans notre pays, qui a priori sont des enfants de la République, se détachent de la République. Donc, moi je suis un entrepreneur privé. Donc, à chaque fois que j'ai acheté des théâtres, moi je n'étais pas du tout de ce métier, j'ai commencé à acheter des théâtres il y a une petite quinzaine d'années, j'ai emprunté. Donc j'ai un impératif absolu, c'est de rembourser mes banquiers. Et mes banquiers, ils sont là pour que je les rembourse. Ils ne sont pas là pour m'aider, ils sont juste là pour que je les rembourse et que je leur apporte toutes les garanties possibles. Donc mon impératif, mon obsession, c'est de gagner de l'argent. Mais cette obsession, ce n'est pas parce que j'aimerais l'argent. C'est parce que l'argent est mon carburant. J'ai besoin de cet argent-là, parce que c'est parce que j'ai acheté un premier théâtre que ça marchait, que j'en ai acheté un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et acheter des théâtres, pour moi, c'est pas empiler des entreprises, c'est vivre autant d'aventures. Et aujourd'hui, j'ai lancé au mois de septembre, par exemple, un spectacle aussi sur Simone Veil, parce que la figure extraordinaire de cette femme, les combats qu'elle a menés, la force, le courage qui l'ont animée durant toute sa vie, m'apparaissait nécessaire. Il m'apparaissait nécessaire de les mettre sur le devant de la scène. Et là, sur ce spectacle-là non plus, je ne me suis pas posé la question de sa rentabilité. Donc, je pense qu'on a tous des devoirs en tant que citoyens. Et les entreprises aujourd'hui, poussées par leurs salariés, poussées par leurs collaborateurs, parce qu'aujourd'hui on parlait des questions environnementales, aujourd'hui dans les jeunes générations, et on le voit que la mobilisation elle se fait chez les jeunes, et qu'il y a vraiment une césure, il y a vraiment un divorce. C'est pas pour rien que Greta, elle avait 18 ans. Poussées par nos collaborateurs, poussées par les exigences de nos collaborateurs, nos entreprises deviendront vertueuses. Mais on parlait du rôle de l'entrepreneur tout à l'heure, n'allons pas en faire non plus un surhomme. Dire, je ne suis pas quelqu'un de parfait, je ne suis pas quelqu'un de remarquable, je suis juste quelqu'un qui essaye de faire avancer ces entreprises, qui a la chance par moment de pouvoir investir en tant que citoyen sur des causes qui lui plaisent, et ensuite nos collaborateurs doivent aussi, nos partenaires doivent aussi nous entraîner sur cette voie, mais si on attend que l'État soit tout le temps vertueux, si on attend que ce soit tout le temps les entrepreneurs qui soient vertueux, si jamais en tant qu'individu on se prend par la main pour amener des améliorations dans notre société, elle ne s'améliorera pas. Donc, quand je parle de mon expérience, c'est juste l'expérience d'un citoyen, beaucoup plus que celle d'un chef d'entreprise. Je vais rebondir. Je pense aussi que l'engagement, il est protéiforme. Et donc, du coup, il y a pas mal de différentes modalités. Vous en avez cité une. Il y a aussi Tenzing, qui est un cabinet de conseil différent, qui a choisi, pareil, son modèle en termes de version sur la nature de ses dividendes, de le faire différemment, et sur son recrutement aussi. Tu as cité effectivement la programmation au sein de la culture, qui peut avoir un impact. Il y a d'autres entreprises, je pense à Compass Group, qui a plus de 100 000 employés en France sur les cantines scolaires et professionnelles, et qui en fait travaille avec l'école de la seconde chance pour faire la réinsertion sociale. Donc en fait, je pense qu'il y a plein de formats, et qu'il n'y a pas une solution, et à la limite, tant mieux. Il vaut mieux avoir cette diversité dans les solutions, et si chacun le fait avec un petit bout ou de manière plus forte, c'est déjà ça. Et je pense qu'il faut engager le mouvement. Et donc d'ailleurs, pour l'anecdote, le 29 novembre, il y a un sommet sur l'inclusion économique, donc qui est bien sur un sujet précis, qui est comment on allie performance économique avec impact social. Donc on est sur la valorisation des indicateurs extra-financiers et partage de l'ensemble des pratiques. Il y a 70 entreprises qui sont présentes, le gouvernement et un tissu d'associations qui sont aussi présents, qui expliquent concrètement comment ça peut se traduire et se répliquer pour avoir un impact encore plus fort. Du coup, si je pouvais aussi rebondir, j'aime beaucoup cette notion d'indicateur, parce que nous, c'est un gros challenge. On nous dit, c'est quoi le ROI de votre solution ? Aller monétiser le bien-être d'un collaborateur, aller monétiser l'innovation sociétale et le changement intérieur chez un salarié. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire quel est le ROI de notre solution. Alors, on peut se baser sur des études et on peut vous dire c'est 1 pour 15, mais concrètement, c'est sûr que c'est beaucoup moins tangible que de dire j'investis 1 euro et j'en ai 3 derrière. Et moi, ce que je trouve de très fort, que ce soit dans l'exemple de Time for the Planet ou de Compass, c'est que aujourd'hui, les mentalités changent et en fait, on est prêt aujourd'hui à accepter un rendement qui est autre que financier et que les indicateurs en fait vont changer, vont évoluer et c'est vers ça qu'il faut qu'on arrive, c'est de ne plus avoir comme seul point de vue le retour sur investissement uniquement monétaire
et que peut-être on peut soit le calculer différemment, soit accepter qu'il ne soit pas calculable ni mesurable, en tout cas à court terme. Et pour le coup, je pense qu'on est un peu en retard. Parce qu'effectivement, dans la culture anglo-saxonne, en fait, on investit, la rentabilité, on verra après. Par contre, l'investissement, il est en continu. Et donc, la question n'est pas de savoir si on atteint le premier milliard, c'est surtout de se dire comment ensuite je fais le 50 milliards et le reste. Donc, il y a un pas de vitesse sur l'investissement qui est extrêmement fort. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à se dire, tiens, ça y est, on a monté des licornes et elles atteignent le premier milliard, mais en fait, c'est que le début. Et donc, je pense qu'en termes de mentalité, de prise de risque, eh bien en fait la sphère financière doit aussi évoluer pour se dire comment on regarde moins la partie marge et plus le modèle économique pour le rendre mondial et faire des vraies entreprises françaises sur le plan international. Un rendement qui n'est pas que financier et du coup des prises de risque qui sont plus importantes. Est-ce que l'heure tourne? Est-ce qu'il y a une dernière question de la salle qu'on a envie de prendre? Voilà. Vas-y. Bonjour. En fait, ma question est sur le purpose washing. Excusez-moi, c'est en anglais. C'est vrai que les bonnes intentions ne suffisent pas souvent et puis elles sont très individuelles. Et donc la question de la mesure en fait, de la vertu se pose. Et on le voit avec la question de la jeune femme précédente. C'est les devises, en fait, quelque part, échangées dans l'économie sont importantes pour l'entrepreneur. Et on a, par exemple, le carbone aujourd'hui contre le réchauffement climatique. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, il faut, en tant qu'entrepreneur, donner plus de valeur à ces nouvelles devises et finalement discuter de ça et les échanger plus? Alors tout à fait. Nous, on ne dit pas qu'on n'a pas d'indicateur. On dit juste qu'on ne va pas apporter vous avez gagné 50 € ce mois-ci en faisant partir un collaborateur. En revanche, on fait énormément de mesures. C'est-à-dire qu'à chaque fois par exemple, qu'un salarié va partir en mission au sein d'une association, on va faire un questionnaire de retour, qui n'est pas un questionnaire de satisfaction, mais vraiment de retour, qu'est-ce que ça a changé en lui. Et ça va aussi bien du bien-être que de comment est-ce qu'il voit son entreprise, donc avec du coup vraiment l'alignement des valeurs qu'il a lui par rapport à son organisation, mais aussi des compétences développées. C'est quelque chose qu'on mesure énormément, de voir que, par exemple, la première compétence développée par nos salariés, c'est la résolution de problèmes complexes. Ils nous disent, quand je vais dans une association, en fait, je ne suis pas habituée, moi je suis à mon entreprise, j'ai mon cadre, je sais où je vais, j'arrive en asso, et là je me dis, ah ouais, tout ça quoi. Et en fait, ils sont perpétuellement en train de résoudre des problèmes et même on se rend compte que par l'action, ils peuvent se former et peut-être que demain on ira vers de la formation un peu plus engagée. Donc on est sur des indicateurs très forts justement pour éviter ce washing qui soit green, purpose, etc. Mais par contre, il faut quand même comprendre qu'on n'aura pas quelque chose de numérique à court terme, en tout cas monétaire. Est-ce qu'il y a un dernier mot rapide en réponse? Je vais très vite. Le PIB aujourd'hui, en fait, est calculé que sur un plan monétaire. Et il me semble qu'en fait, aujourd'hui, il doit y avoir finalement une évolution, et ça aura une incidence sur le plan environnemental, de prendre en compte aussi finalement tout ce qui est cet apport du bien-être, d'un mieux-être, qui doit aujourd'hui être calculé dans un nouveau PIB. Un grand merci à toutes et tous pour cette heure et demie ensemble. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et un bon séjour au sein des rencontres capitales pour la suite.